Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à midi pour tenter de se mettre d'accord avec nos 4 débatteurs du jour. Je vous salue. Andrea Cotarac, bonjour Andrea, porte-parole du Rassemblement National. Fanta Berete, bonjour. Député Renaissance de Paris. Nicolas Corato, qui va arriver dans un instant, président fondateur du think tank Place de la République. Et puis Jean-Baptiste Léon, bonjour Jean-Baptiste, directeur des publications de Contribuables Associés. Alors, le menu de nos discussions après vos coups de cœur et vos coups de gueule, on va parler évidemment de l'intervention attendue ce soir de Gabriel Attal aux 20h de TF1, qui devrait donc annoncer un tour de vis supplémentaire concernant l'indemnisation et la durée des allocations des chômeurs. Est-ce qu'il faut effectivement réduire cette partie-là et revenir à cette promesse qui a été faite par Emmanuel Macron du plein emploi d'ici la fin de son quinquennat? L'autre information aujourd'hui, c'est cette annonce hier. Nicolas Corato arrive. Bonjour Nicolas. Discrètement, bien sûr. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, qui a décidé de quitter ses fonctions avant la fin de sa carrière, puisque c'est lui qui avait été pris à partie à la fois sur les réseaux sociaux et aussi parce qu'il avait demandé à des élèves voilés de retirer leur voile. Est-ce que c'est une défaite de la République sur toute la ligne? On en discute avec vous. Faut-il répartir en effet de manière solidaire les migrants sur le territoire? C'est la continuité du débat qu'on avait hier matin concernant donc le maire d'Orléans qui s'était insurgé contre l'arrivée régulière de personnes de Paris, notamment des migrants, et puis Aya Nakamura qui devrait chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf aux Jeux Olympiques de Paris, c'est-à-dire dans moins de 125 jours, si j'ai bien compté. Est-ce que ça vous choque ou pas de faire chanter Aya Nakamura cet hymne si singulier de Edith Piaf? Voilà pour le menu aujourd'hui. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Nicolas, un coup de cœur, c'est le même que moi. Ah, merci. Vous l'avez vu? Oui, vu. Ah, super. Ça y est, je réserve. C'est Paris 1874. C'est la nouvelle exposition au musée d'Orsay, qui est une exposition phare, qui à mon avis fera date. Qui est très intéressante à plein de points de vue. D'abord, il y a plein de tableaux impressionnistes qui arrivent du monde entier qu'on n'a pas vu en France depuis des années. Ça, c'est pour les amateurs, mais ça dit aussi quelque chose un peu politiquement de notre rapport à l'art. Puisque c'est quoi le principe de cette exposition? C'est de reconstituer le salon qu'avait organisé de manière un peu officieuse, un peu punk, un groupe d'artistes assez hétéroclites, Renoir, Monet, Pissarro, qui faisait scandale, à côté du salon officiel, qui était le salon où on invitait les grands artistes sélectionnés par l'État à la prochaine, et qui avait lieu 15 jours après. Et donc ils ont créé un salon un peu à part, où il y a des chefs-d'œuvre absolument incroyables qui sont aujourd'hui accrochés dans tous les grands musées du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, elle reconstitue l'exposition des impressionnistes de 1874, mais aussi l'exposition du salon officiel. Donc on voit les grands peintres qui étaient à la mode, qui étaient les grands peintres de l'État, de la bonne société, des bonnes gens, des grands bourgeois de la fin du 19e. Et on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas un seul tableau qu'on connaît ou qu'on reconnaît. Et ça dit beaucoup de choses de ce qu'est l'art officiel par rapport à de ce qu'est l'art officieux ou de celui qui ensuite restera dans les mémoires. Ça dit aussi beaucoup de choses de notre rapport aux artistes. Vous parliez d'Aya Nakamura, mais d'une certaine manière, ce qu'on voit aussi dans ce salon officiel, c'est que le salon de 1874 des impressionnistes a été un four total. Ils ont vendu 4 toiles. Ils ont fait une défaite financière, un déficit absolument astronomique. Ils ont réussi ensuite à en refaire quelques-uns, mais d'une certaine manière, ils n'ont pas réussi à imprégner la société de ce qui est aujourd'hui pourtant ce qui reste dans nos mémoires collectives. Donc c'est très important, ça interroge notre rapport aux artistes, notre rapport à l'art, notre rapport à l'art officiel, notre rapport au marché de l'art. Et je trouve ça très intéressant de regarder cette exposition avec un œil du 21e siècle et les débats que nous pouvons avoir aujourd'hui sur notre rapport, les rapports de la société avec les artistes d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cette exposition. Donc c'est au musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Et il y a une grande nouveauté, c'est la réalité virtuelle. Oui. On se balade effectivement dans le Paris de 1854. Il paraît que c'était assez bluffant. C'est très bluffant, c'est vraiment. Et puis le musée d'Orsay a une qualité de
conservateurs et d'expositions qui est phénoménal. Je vous invite vraiment tous à y aller. Alors c'est jusqu'à la fin de l'été. Oui, jusqu'à la fin bien. Fin du mois d'août. Il y en a qui l'ont vu? Non, pas encore. Autour de cette table. Bon, voilà, c'est à noter. L'exposition donc sur l'impressionnisme 1874 au musée d'Orsay, le coup de cœur de Nicolas Corato. Fanta, coup de projecteur. Ah oui, sur cette plateforme, pour les stagiaires. Oui, un jeune, un emploi. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que vous le savez, Gabriel Attal a annoncé donc le fait que 560 000 lycéens en classe de seconde devaient faire un stage obligatoire donc dès cette année. Donc c'est au mois de juin et donc la plateforme Un jeune et une solution donc a vocation à accueillir les différentes offres. Donc je voulais en parler là parce que c'est important. Il y a beaucoup de parents en fait qui sont assez stressés. Moi je le vois dans les courriers que je reçois par le fait de pouvoir trouver un stage donc pour leurs enfants. C'est une opportunité parce que vous le savez, l'année dernière, on a tous dit que nos jeunes avaient été lâchés trop tôt en classe de seconde, donc par rapport à la fin de l'année scolaire, puisqu'ils n'ont pas d'examen donc à ce moment-là. Et donc c'est l'occasion véritablement de découvrir des nouveaux métiers. Donc mon coup de cœur se transforme aussi un petit peu en coup de gueule parce que il s'avère finalement qu'il n'y a pas tant d'offres que ça. Donc je voulais profiter de votre antenne pour pouvoir relayer ensuite et dire à tous les professionnels de se rendre sur cette plateforme et de poser des offres. Effectivement, accueillir un jeune, ça demande du temps. Ça demande du temps d'accompagnement, mais c'est des élèves qui sont un peu plus matures que pendant le stage de 3e, qui est un stage d'observation, qui vont pouvoir faire quand même 2-3 choses. Et surtout... En 15 jours, faire 2-3 choses. Moi, en tout cas, je prends des stagiaires toute l'année et je peux vous dire que bien accompagnés dans les premiers jours, ils sont en capacité, même à l'Assemblée nationale, de faire des petites choses qui ne sont pas des stages photocopies, mais qui vont nous permettre, et bien souvent, je leur demande d'écrire des petits billets et je vais faire des interventions dans l'hémicycle à partir de ceux qu'ils m'ont écrit ou des interventions sur les réseaux sociaux. Et c'est important parce que la relation au travail a beaucoup changé et je pense que, comme dans certains pays du Nord, nous devrions faire en sorte que nos enfants puissent faire des stages autant que possible pour découvrir le monde de l'entreprise. Pourquoi ne pas demander, parce que ça oblige les TPE, PME qui sont pas forcément toujours bien organisées, ça oblige, non, elles sont pas obligées de les prendre, mais c'est complexe pour les entreprises, des petites structures, faut pas les laisser sur une chaise. Pourquoi on n'en a pas profité, par exemple, pour demander à toute une classe d'âge de passer le BAFA ou quelque chose d'utile? Il y a déjà, alors pour ceux qui le souhaitent, parce que le BAFA, tout le monde n'a pas envie payant, c'est 500 €. Alors le BAFA, figurez-vous, moi j'ai des quartiers politiques de la ville dans le 15e arrondissement. Vous avez tout un tas d'accompagnements. Le BAFA, en fait, le reste à charge en fait pour la famille peut atteindre 50 €. Donc il y a pas mal d'accompagnements concernant le BAFA. La région Île-de-France accompagne également. Donc on peut lancer le passage si vous avez envie de passer votre BAFA. C'est comme pour le permis de conduire pour les plus grands. Vous avez tout un tas d'enveloppes financières de la région et de l'État. Qui veut revenir sur l'idée d'un stage de 15 jours? On a bien senti quand même, pardonnez-moi, que c'était pour occuper les secondes de ce dernier trimestre, la reconquête du dernier trimestre. Mais c'est fondamental, en fait. Ce n'est pas. Ça fait quand même 15 ans que ça dure. Oui, ça fait 15 ans que ça dure et à chaque fois qu'on pose des solutions, finalement, les gens ne sont pas contents. Moi, j'ai envie de vous dire, ma fille a 20 ans, elle a fait des stages tout le temps, puisque vous pouvez passer par les CCI quand la boîte est fermée, quand l'école est fermée, de façon à signer une convention. Donc, c'est important qu'ils puissent s'immerger dans le monde professionnel. Allez, on est obligé de s'arrêter. On va faire l'info et les courses avec Jean-Paul Delperrier. On va continuer ce débat aujourd'hui sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. On va parler de l'assurance chômage et des annonces attendues de Gabriel Attal ce soir. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris qui a quitté plus tôt que prévu ses fonctions après l'affaire des jeunes filles voilées. Faut-il répartir les migrants un peu mieux sur le territoire par solidarité? C'est ce qui est annoncé. Et puis Edith Piaf, l'hymne à l'amour, chanté finalement par Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Ça fait partie du menu du jour avec nos 4 débatteurs.
fondateur, Andrea Cotarac-Bon, porte-parole du Rassemblement national, Fanta Berrettez, député Renaissance de Paris, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés. On parlait donc avec vous, Fanta, des plateformes de stage, donc un jeune, un emploi, allez-y. On regardait, parce qu'effectivement, il faut que tout le monde aussi un peu joue le jeu, et si vous avez des offres à proposer à tous ces jeunes, il faut s'inscrire sur cette plateforme. Andrea, vous vouliez revenir sur le cas Julian Assange, qui a obtenu un répit de courte durée, mais un répit quand même. Tout à fait, c'est pour ça que c'est un mi-coup de gueule, mi-coup de cœur. Hier, la Haute Cour de justice britannique a autorisé à Julian Assange de faire appel contre la décision de l'extrader vers les États-Unis, où il risque, je rappelle, 174 ans d'années de prison. Donc voilà un homme qui, comme Edward Snowden, a risqué sa vie pour protéger nos démocraties de dérives autoritaires et surtout de la surveillance généralisée. Je rappelle quand même qu'il a notamment révélé avec Wikileaks le fait que nos présidents de la République étaient espionnés par les États-Unis, que nos diplomates étaient écoutés par les États-Unis, que nos entreprises étaient espionnées notamment lorsqu'elles négociaient de gros contrats à l'étranger, ou encore que lors de la guerre en Irak, à laquelle la France était opposée, eh bien, des tortures ont été perpétrées par l'armée américaine. Et aujourd'hui, cet homme, il croupit en prison dans l'indifférence générale, alors qu'il a objectivement servi les intérêts supérieurs de notre pays. Moi, je sais que Marine Le Pen avait proposé une résolution à l'Assemblée nationale pour lui offrir le droit d'asile et pour le protéger dans notre pays. Et à travers cette résolution, elle a aussi défendu la liberté d'expression, la liberté journalistique, puisque je rappelle qu'il est journaliste, la liberté d'information, la liberté pour les citoyens d'avoir une conscience libre et absolue, c'est-à-dire de se faire son point de vue. Eh bien, figurez-vous que et la Macronie et la gauche ont voté contre cette résolution pour accueillir Julian Assange, et je crois que c'est ça qui fait le plus mal au ventre. Qui veut réagir sur le cas de Julian Assange, sur ce sujet? Une question que je me pose, dans quelle santé est-il? Il est aujourd'hui vraisemblablement, en tout cas les informations qu'on a, moi je suis pas son avocat, mais vraisemblablement son état de santé et empathie, parce que je rappelle qu'il était enfermé pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, puis aujourd'hui en quartier de haute sécurité dans une prison britannique. Et je pense que lorsqu'on est enfermé comme ça pendant plusieurs années et qu'on risque d'être extradé aux États-Unis pour 174 ans, c'est-à-dire pour la mort, je pense que la santé psychique doit en pâtir énormément. Je crois que en plus il fait appel pour demander en fait à la justice américaine les conditions dans lesquelles éventuellement il serait détenu. C'est un peu complexe. La justice britannique a demandé des garanties aux États-Unis sur sa détention là-bas, parce qu'en réalité on a des suspicions de torture, on a des suspicions d'enfermement 23 heures sur 24, et en même temps on lui a autorisé de faire appel contre la première décision qui était de l'extrader vers les États-Unis. Voilà, donc c'est une affaire à suivre évidemment. On en a parlé dans l'Info Sud Radio, mais vous l'avez rappelé. Le tour de table continue. Alors on va rentrer dans le dur de notre porte-monnaie. Jean-Baptiste, c'est ça vous énerve, hein, le coup des. Vous n'êtes pas le seul. Hein. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Donc voilà, hier on a appris donc le déficit public patatras dévissé à 5,5% du PIB. C'est presque 16 milliards de pire que prévu. Et alors, on va faire quoi? Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ça fait 50 ans que ça dure. 74. 74, le dernier budget voté à l'équilibre. Alors, je rappelle, vous êtes directeur des publications de Contribuables Associés. Exactement. Nous défendons les contribuables. Et donc, nous, ce qu'on voit depuis 50 ans, l'association n'existe pas depuis 50 ans, mais 50 ans, de budget déficitaire. Encore une fois, quand il n'a pas été voté ces 2 dernières années. Et c'est une accumulation de quoi? C'est une accumulation de déficit d'année en année. Droite comme de gauche. Là, pour le coup, il y a pas à faire de jaloux. En France, on est très fort. On va être champion olympique. J'espère que ces Jeux vont très bien se passer. Nous aurons sans doute de formidables résultats, mais nous sommes aussi champions du monde en termes de dépenses publiques. Nous sommes champions du monde ou d'Europe en termes d'impôts. Et évidemment, on a eu hier encore les chiffres de cette dette abyssale qui a atteint les 3100 milliards d'euros. Donc, que faire? On voit que le gouvernement essaye de prendre les choses à bras-le-corps. Tant mieux. Rappelons tout de même que... Encore heureux. Rappelons tout de même que Bruno Le Maire, élu en 2017 et ministre des Finances depuis 7 ans, a déclaré sur le plateau de TF1 un peu après sa nomination que la France était droguée à l'argent public et à la dépense publique et qu'il fallait s'atteler à la tâche. Donc, on attend effectivement des réformes dans le bon sens et surtout pas une augmentation des impôts, comme trop souvent, encore une fois, nous sommes le pays d'Europe le plus taxé.
Donc, ce que nous, on souhaite, nous, contribuables associés, nous demandons, c'est un adage, je crois que c'était une petite phrase de Michel Audiard, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Ouais, alors, 10 milliards de coupes ont déjà été annoncés dans le prochain budget. Il y aura ou pas un budget rectificatif. Sans doute, après les élections européennes. Après les élections. Pour l'instant, on s'achemine vers... hausse d'impôts, faut augmenter les impôts, c'est quoi du côté de la majorité, Fanta? Non, il y a débat. Il y a débat. Nous avons rencontré en réunion de groupe hier Monsieur Bruno Le Maire pour discuter de tout cela. Vous savez que notre position, c'est pas d'augmentation d'impôts, donc il va falloir trouver effectivement d'autres solutions. Moi, à titre personnel, effectivement, je fais partie aussi de cette génération où, quand je regardais le bulletin de salaire de mes parents à l'époque, le bulletin de salaire rassemblait une demi-page, en fait, tenait sur une demi-page. Vous regardez aujourd'hui un bulletin de salaire, quand je regarde celui de mes équipes, on est bien souvent sur 2 pages, c'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les contributions et toutes les taxes en fait qu'on a à payer au titre donc de l'employeur ou au titre de salarié, effectivement, le salaire est quelque part le même et il a augmenté au fil des années, mais le nombre de lignes en fait à déduire pour financer nos politiques publiques reste important. Donc il va falloir là, je pense, travailler sur. On a quelques options sur certaines niches. Donc ça, c'est le premier travail et surtout on a les discussions qui vont commencer avec effectivement les députés pour trouver donc des solutions et notamment des réformes structurelles parce que de l'argent on en a mis dans la police, on en a mis dans la justice, on en a mis dans les renseignements, on en a mis dans l'éducation nationale, on en a mis dans la santé, plus que jamais. Et aujourd'hui, vous le savez, vous prenez le pouls sur les réseaux sociaux, dans les pages d'information, on a quand même des gens qui sont mécontents de ces services. Donc effectivement, structurellement, il faut regarder. Et donc le premier ministre et Bruno Le Maire s'y sont engagés. Qui veut rebondir? Moi, on va faire la parole parce que aux c'est impôts, toujours intéressant. On ne touche pas aux impôts, donc. L'objectif que nous avons en tant que société et nation, c'est pas d'être les plus riches du cimetière. Donc la dette et les impôts, l'objectif, c'est pas un objectif comptable d'arriver à zéro ou de se fixer des dates, c'est de savoir ce qu'on en fait collectivement et à quoi ça nous sert. Après tout, on peut être dans un pays où il y a de très forts prélèvements sociaux si derrière on a des services publics, par exemple, qui correspondent aux besoins qui s'expriment. La difficulté aujourd'hui, c'est le hiatus entre notre perception de ce que nous payons en tant que contribuables et notre perception de ce que nous recevons pour certains en tant que citoyens. Il y a quand même quelques sujets qu'on peut regarder attentivement sur le déficit, à différencier d'ailleurs de la dette. D'abord, on n'est pas le pays qui avons le plus gros déficit du monde. Vous dites on est champion du monde. Non. Regardez le Japon. Le Japon, on dit 110% la dette publique française, c'est horrible. Le Japon, 260%. Avec une différence majeure, c'est que la dette japonaise est détenue à 100% par les Japonais. Les États-Unis, les États-Unis, 1200%. Nous sommes à 110%. Il faut pas se dire que c'est bien, mais il faut comparer quand même. Que font les États-Unis? Ils continuent à s'endetter. Pourquoi faire? Pour relancer un programme d'infrastructure comme il n'y en a jamais eu depuis le New Deal. Dans quel but? De préparer la transition écologique. La vraie question que nous devrions nous poser, c'est pas notre niveau de dette ou notre niveau de prélèvements sociaux, c'est les politiques publiques qu'on met en œuvre derrière. Deuxièmement, sur ce que nous dépensons, un des premiers postes de la nation, c'est quoi? Les aides publiques aux entreprises. Est-ce qu'on demande aux entreprises de s'engager sur des résultats? Vous savez, les entreprises, elles aiment bien nous expliquer qu'elles gèrent, qu'elles ont des indicateurs, qu'elles ont des objectifs, que ce sont des gestionnaires privés, donc efficients. Qu'est-ce qu'elles font de l'argent public? Et qu'est-ce qu'elles rendent comme compte sur leur utilisation de l'argent public? Pourquoi l'argent public que nous envoyons aux entreprises ne bénéficie pas au marché de l'emploi? Et pourquoi est-ce que plus nous donnons d'argent aux entreprises, plus on est obligé d'alimenter nos fonds sociaux et nos aides sociales? Il y a quand même un paradoxe dans ce pays. On est un des pays qui donne. Parler d'argent public. Nous sommes un des pays au monde, champions du monde, sur l'argent que nous donnons au privé. Une grande partie de nos impôts va aux entreprises. Pourquoi est-ce que nous payons alors autant pour le RSA, pour l'allocation chômage, pour la maladie,
et pour la retraite qui devraient être financés par le fruit du travail et donc par le fruit des emplois que créent les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie question à se poser? Allez, on va se poser la question tous ensemble. On est obligé de marquer une petite pause. Il y a Marie qui nous dit, par exemple, remettez l'ISF, taxez à 30% les ultra-riches, comme un smicard. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur ce sujet, sur les réseaux sociaux. Vous continuez de réagir. On en parle tous ensemble parce qu'on va parler de l'assurance chômage qui est dans le viseur du gouvernement. Des annonces sont prévues ce soir de la part du Premier ministre. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie d'Andrea Cotorac, Fanta Berreté, Nicolas Corato, Jean-Baptiste Léon. Jean-Baptiste qui avons fait son coup de gueule sur le dérapage des finances publiques et on en arrive aux solutions potentielles. On sait que le gouvernement a été réuni ce matin en séminaire gouvernemental pour faire les derniers arbitrages sur les annonces faites et attendues de la part du Premier ministre au plateau de 20h de TF1. D'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'il fasse au plateau de 20h de TF1 ou devant... Il aurait pu faire ça en conférence de presse avec des questions qui viennent de partout. Mais est-ce qu'on peut nous laisser décider? J'ai envie de vous dire, mais tout est polémique. Il a choisi le plateau, je pense, de TF1 parce que, encore heureux, un certain nombre de nos compatriotes, c'est encore effectivement un grand rendez-vous. Et puis, dès demain, les ministres iront sur l'ensemble des plateaux et il y aura... Je vous dis ça parce qu'il va parler de sujets quand même qui sont concernants et notamment la question de l'assurance chômage qui, semble-t-il, est dans le viseur du gouvernement. Il faut faire un tour de vis. C'est donc la décision qui semble se profiler, c'est être moins indemnisé et surtout moins longtemps pour les chômeurs de plus de 50 ans, enfin en fin de carrière en tous les cas. Est-ce que c'est une façon de faire des économies et de rentrer dans les clous budgétaires? Alors, en termes d'économie, je veux dire, c'est pas là qu'on fera le plus d'économies. Mais quand même. Si on prend en gros 1000 euros de dépenses publiques à peu près pour faire un ratio, l'assurance chômage c'est 3 milliards. Donc sur 100 euros, sur 1000, il y a 3 milliards. Sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a 3 milliards qui sont consacrés à l'assurance chômage. Après, effectivement, rien n'empêche de voir ce qui se passe là-dedans. Il y a quelque temps, Gabriel Attal déclarait que, notamment en termes de contrôle, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a eu 500 000 contrôles l'année dernière sur l'assurance chômage. Sur les 500 000 contrôles, il y a eu 10% de cas litigieux et de personnes qui ont été radiées. Donc, ce qui choque, je pense, au-delà des questions d'indemnité, etc., on pourra en revenir là-dessus, ce qui choque beaucoup les Français, c'est parfois certaines personnes, on en connaît tous, qui profitent du chômage pour travailler à côté. Et les récents contrôles effectués par les services ont démontré que donc sur 500 000 encore une fois contrôles, il y avait 10% entre guillemets de fraudeurs. D'ailleurs, je crois que c'est une décision du gouvernement récente de vouloir augmenter ces contrôles de l'assurance chômage, les faire passer à 1,5 million de contrôles par an pour 2027. Ce qui est, je pense, une bonne chose parce que il y a de la fraude. La fraude, c'est de l'argent public qui est fraudé. Donc, il faut s'y atteler. Mais là, vous parlez donc des chômeurs en général, mais visiblement, ça va être aussi, ça va concerner les chômeurs seniors. Et on sait que la France est quand même hyper mauvaise pour l'emploi des seniors. Pour l'emploi des seniors comme pour l'emploi des jeunes. Aller poser une candidature à 55 ans passés, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est intéressant de se dire que plutôt que de travailler sur l'employabilité des seniors, on va tout de suite travailler sur la réforme de la protection sociale dont ils peuvent bénéficier lorsque justement ils sont confrontés à cette raréfaction de l'emploi. On est un peu à contre-courant de ce qu'attendent aussi nos compatriotes. Un point quand même sur l'assurance chômage, je pense qu'il faut dire tous les chiffres. C'est les deux moitiés. D'abord, il y a la moitié des gens qui sont inscrits à France Travail qui ne sont pas indemnisés. Faut le savoir. La moitié des chômeurs en France ne sont pas indemnisés. Et dans la moitié qui est indemnisée, il y en a la moitié qui travaille tous les mois et qui déclare un travail tous les mois. Donc, je suis pas persuadé qu'on soit vraiment, comme certains peuvent nous le dire, sur la caricature de l'assistanat et de la fraude à tout craindre, qu'il faudrait que... vous parlez bureaucratie. Moi, je suis pas pour un État qui dépense de l'argent pour contrôler ses citoyens. Je pense que notre culture de baser toutes nos politiques avec derrière l'idée de la fraude, c'est la meilleure manière, justement, de ne pas faire d'économies et de ne pas être efficient. Donc, il y a un moment
où il va falloir s'attaquer au vrai sujet. Si on considère que l'assurance chômage, c'est un frein au retour au travail, moi j'ai un autre frein sur lequel on pourrait travailler de manière plus efficiente, c'est le niveau des salaires et les conditions de travail dans ce pays. Plutôt que de commencer par les chômeurs. Mais commençons par les partenaires sociaux et la négociation sur les salaires. Le montant moyen d'une allocation mensuelle nette pour un chômeur en France est de 1033 €. De quoi on parle ? Non mais, bon d'abord sur le déficit, vous avez dit tout à l'heure, et sur la dette, droite-gauche confondue certes, mais quand on prend les graphiques de Bercy, ça dévisse quand même clairement sous le macronisme. Oui, mais il y a clairement. eu le quoi qu'il en coûte, etc. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu le Covid. Le bouclier Bercy fiscal. je vais en parler. Énergétique. Bercy nous explique qu'il n'y a simplement qu'un tiers qui concerne le Covid. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers, c'est la gestion macroniste. On vous avait dit que vous étiez des Mozart de la finance. Bon, on voit quand même que les résultats, c'est un peu tout autre. Alors après, il y a des choix politiques à faire. Le macronisme s'attaque directement aux chômeurs, qui seraient responsables. Bon, très bien. Vous avez dit c'est 3 milliards. Mais vous avez supprimé l'impôt solidarité sur la fortune, c'est 4 milliards en moins dans les caisses de l'État. Donc vous voyez, ce sont des choix politiques. Et puis il y a d'autres choix à aller voir. Vous regardez la Cour des comptes sur les cartes vitales. Il y en a des dizaines de milliers qui sont de fausses cartes vitales. Fraude sociale, 30 milliards, selon la Cour des comptes. 30 Mais milliards. est-ce que, par exemple, alors, monsieur Attal, non mais attendez, parce que monsieur Attal a dit il faut s'attaquer à ça, et il a raison. Sauf que quand on s'attaque à la fraude sociale, à la fraude fiscale, notamment à travers la TVA, le travail détaché, on constate que le recouvrement des amendes, c'est simplement 30%. C'est-à-dire qu'il y a une inefficacité de l'État à recouvrer justement les amendes. 30%, c'est minable. Monsieur Cazenave a eu ce talent de ne même pas parler de l'immigration, de l'AME. On nous avait parlé des taxes sur les super profits, mais elles sont où ces taxes sur les super profits indus ? Suite à la guerre en Ukraine, il n'y en a pas. On nous avait parlé en 2018, monsieur Macron, des taxes sur les GAFAM, Google, Facebook, Amazon. Elles sont où ces taxes ? Elles ont disparu. Et enfin, sur le bouclier tarifaire. Là-dessus, l'État s'est endetté par dogmatisme et sectarisme. Nous, on avait proposé que sur le fioul, l'électricité et le gaz, c'était des économies de première nécessité, qu'il fallait abaisser la TVA de 20 à 5,5 pour permettre aux gens d'aller au travail, de se chauffer, etc., convenablement. Le bouclier tarifaire que vous avez fait, c'est 3 fois plus cher que notre mesure de baisser la TVA à 5,5. Donc vous l'avez fait par dogmatisme, par refus d'aller renégocier le marché européen de l'énergie. Vous l'avez fait par sectarisme et par dogmatisme. Donc oui, il faut aller chercher de l'argent, mais encore une fois, ce sont des choix politiques. Vous voulez vous attaquer aux chômeurs, vous voulez supprimer les APL, et vous avez supprimé l'ISF. Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est complètement faux. C'est la presse. Non, moi, je lis la presse. Vous lisez la presse, mais vous n'avez pas lu tout ce qui a été écrit entre-temps, donc c'est complètement faux, cette histoire d'APL. Exactement. Donc, ça a été démenti, sauf que vous avez supprimé en 2017 5 € d'APL par mois, ça c'est pas démenti, vous l'avez fait. Et dans le même temps, vous avez supprimé l'ISF, 4 milliards d'euros. C'était une mesure de François Hollande qu'on a mis en place. Ah bah super bon, alors. Pour revenir sur les seniors, juste sur les seniors. C'est un vrai challenge. Moi, je viens de la filière RH et de tout temps, plus de 20 ans de carrière, effectivement, notamment dans les grands groupes, on a fait sortir. Donc là aussi, il va falloir qu'il y ait un choc de façon à mieux les accompagner. Je suis d'accord sur la question de l'employabilité, c'est pour ça qu'on a mis en place, d'ailleurs, il y a quelques années, ces fameuses, il y a la question des visites médicales à partir d'un certain âge pour pouvoir faire en sorte d'accompagner, en tout cas, les salariés sur d'autres emplois le plus tôt possible, ne pas attendre la dernière minute. Il y a également l'enjeu autour de la formation avec le CPF. Les Français ne s'en saisissent pas assez pour pouvoir se former à certains moments de leur vie. Donc moi, je fais partie de ces gens qui disent on a mis pas mal de choses en place, il faut maintenant mieux accompagner. Et c'est l'enjeu autour de France Travail, un accompagnement individuel, notamment pour les personnes en situation de handicap et seniors, parce que nous avons des gens qui ne sont plus en mesure de travailler. Donc, oui, non, parce qu'il va falloir faire. Je vous laisse terminer et puis on va faire. Donc l'enjeu pour moi, c'est la question de l'employabilité, le fait d'aller rechercher encore sur leurs pensions qui sont bien faibles. Pour moi, c'est compliqué à l'heure actuelle. Voilà, on a effectivement un chantier immense autour de ça. Vous parlez de l'employabilité, c'est-à-dire le salarié est capable de continuer à travailler. Encore faut-il que les entreprises acceptent d'ouvrir des CV de personnes de plus de 55, 60 ans. Et on a les lois sur la discrimination à l'emploi aussi qui ont été mises en place. On est obligé de faire la pause et on y revient évidemment juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio fête son arrivée à Lyon sur 105.8 FM.
Toute la journée du 28 mars, Sud Radio sera en direct du salon Made in PME à Lyon Eurexpo avec Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, Cécile de Ménibus et Philippe David. Et le 29 mars, retrouvez Patrick Roger dès 6h30 pour un grand matin Sud Radio spécial à Lyon sur le 105.8. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Jean-Baptiste Léon, Nicolas Corato, Fanta Berreté et Andrea Cottorac. On débattait de l'assurance chômage, qu'elles annoncent ce tour de vis attendu, la durée d'indemnisation, le montant des indemnisations. On sera fixé ce soir à 20h avec... faut-il réduire la durée d'indemnisation et le montant des allocations chômage? Ouais, moi je voulais juste dire un mot sur le taux de chômage des seniors. Avant la réforme des retraites, le RN avait alerté en disant attention, passé les 50 ans, le taux de chômage chez les seniors est quand même énorme. Si vous repoussez l'âge légal de départ à la retraite, vous allez doubler le taux de chômage des seniors. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La Macronie ne nous a pas écoutés. Et deuxième conséquence, c'est qu'on va aller vers une baisse des pensions des retraités. Là encore, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est une mauvaise... Mais quelle est votre proposition du coup pour permettre l'emploi des seniors? Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais vous alertez, c'est votre rôle. Moi, je vous ai dit, qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des seniors? Moi, je vous dis deux choses. C'est que, les seniors sont au chômage, que les entreprises ne les embauchent pas, qu'il y a un taux de maladie. On est d'accord. Et la Macronie a fait l'exact inverse. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on commence tôt au travail, à 18 ans, 40 annuités, on part à 60. Et ensuite, c'est progressif. Comment on incite la question comment vous employez les seniors? Parce que bon, je veux bien que tout le monde parte à 60 ans. Ça, c'est votre proposition. On peut en discuter. Mais comment vous faites pour employer les seniors? Parce que de fait, les seniors ont besoin de travail dans ce pays. Évidemment qu'ils ont besoin de travail. Mais les actifs aussi, les actifs aussi ont besoin de travail. Mais moi, je vous pose la question. Quelle est la proposition du Rassemblement national pour employer les seniors? Il n'y a pas de proposition, vous parlez d'aller travailler jusqu'à 67 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Moi, je dis que quand on a travaillé tôt, quand on a 40 annuités, on part plus tôt. Donc en fait, la question, excusez-moi, la question des seniors ou de travailler au-delà de 60 ans, vous avez déjà évacué une partie du problème. Moi, j'ai commencé à travailler à 25 ans. Je finirai à 65 ans. Donc je suis pas dans ce cas de, j'ai pas commencé à travailler tôt. Qu'est-ce que vous faites pour mon employabilité quand j'aurai 58 ans? Deuxièmement, c'est quoi votre proposition? Je différencie clairement les métiers. Vous avez fait quoi comme métier? Vous étiez dans votre bureau ou est-ce que vous étiez dans le BTP sur les chantiers? Mais c'est pour ça qu'il y a les visites médicales. Mais on peut pas agir et apporter des réponses si le diagnostic est différent selon les filières. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est intéressant. Donc vous laissez les branches, vous laissez les entreprises. Finalement, non, je laisse l'Assemblée nationale décider au cas par cas selon les filières. Quand la Macronie a supprimé, par exemple, la pénibilité, allez au bout du raisonnement. Vous allez faire exploser le chômage. En supprimant par exemple les critères de pénibilité. On a mis d'autres choses absolument pas. L'État, l'Assemblée nationale, c'est de l'exact inverse de ce qu'est en train de faire la Macronie. La Macronie justement a été soumise au grand patronat qui a prolongé ça, qui a favorisé cette réforme des retraites. Vous n'imaginez pas que dans un monde d'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, pas demain, les gens ont des carrières qui sont parfois flexibles, souples, diverses, que vous pouvez commencer dans le BTP, finir dans un bureau et inversement. Et là, dans ces cas-là, vous faites comment? Les personnes qui ont une carrière hachée, et c'est principalement des femmes. C'est principalement des femmes, seront les premières victimes de la réforme des retraites qui a été engagée par la Macronie en 49.3. Qui seront les premières victimes de votre réforme à vous? On a intégré le minimum au niveau de la pension chômage. C'était dans le cadre de la réforme. On a travaillé sur le fait que les gens puissent être accompagnés dès 45 ans pour pouvoir justement se réorienter. Moi, je vois les femmes de ménage, vous parlez de l'Assemblée nationale, je vois les femmes de ménage de l'Assemblée nationale qui sont en train de commencer à passer ces visites. Parce qu'effectivement, quand vous avez été femme de ménage pendant 30 ans et qu'il vous reste encore plus de 10 ans à travailler, c'est très compliqué. Donc il faut, et c'est là qu'on a mis les moyens, sur la formation, de l'accompagnement et faire en sorte qu'elle puisse avoir des passerelles sur la fin de la carrière. Et aussi, vous oubliez de dire que dans le dernier texte, on fait en sorte que les gens puissent sortir, et on l'a évalué à plus de 30% des Français puissent sortir à l'âge à 62 ans si jamais ils ne sont plus en mesure de travailler. Il faut rentrer dans le détail des textes. Donc à 45 ans, les femmes de ménage sont esquintées, il leur reste 10 ans. Vous avez eu la solution de dire on vous rajoute encore 10 ans, mais vous avez fait exploser le chômage des seniors. C'est exactement ce que je dis, et c'est exactement les faits. On fait pas de la politique avec des petites phrases. On fait pas de la politique avec des faits, c'est des chiffres. Peut-être qu'on peut être d'accord pour dire que le chômage des seniors n'est pas arrivé en France avec
la mauvaise réforme des retraites, c'est mon avis, de l'ère Macron. Donc, mais vous l'avez multiplié, le chômage. Préexiste. C'est-à-dire que si vous accentuez un problème... Non, mais Nicolas, il n'est pas... Je suis pas en manette. Mais ce qui est intéressant, vous non plus. Mais ce sont des propositions confortables, sauf que moi, je suis pas porte-parole d'un parti politique qui aspire au pouvoir. Moi, la question que je vous pose, c'est quel est le programme du Rassemblement national pour permettre le retour au travail, à l'emploi des seniors. Me dites pas, on va supprimer la réforme des retraites. Je repose ma question différemment, Nicolas. La question, c'est des seniors qui candidatent, on en connaît tous, mais la réponse qu'on leur fait, c'est que les personnes qui ouvrent les CV, il y a de la discrimination. Vu l'âge, ils disent c'est pas possible, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux, c'est trop compliqué, vous êtes trop compétent, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour les... La première des choses, et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous prolongez l'âge de départ légal à la retraite, vous allez accentuer le problème. Allez, dites-nous ce que vous faites pour les entreprises. Vous allez accentuer le problème. Dites-nous, ça m'intéresse de savoir quelle est votre position vis-à-vis du patronat sur ce sujet. La fonction publique, monsieur. Osez le dire. Je sais que vous êtes en train de les draguer en ce moment. La fonction publique doit avoir un rôle pour justement accompagner les seniors. Et le patronat. Sur un certain nombre de... Et le patronat. Mais le patronat, quoi le patronat? Donc le patronat, il n'a pas de rôle à jouer sur l'emploi des seniors. Mais bien sûr que si, je vais vous prendre un exemple. Non, mais je vous prends un exemple, mais je vais vous dire. Qu'est-ce que vous faites pour le patronat? On va faire l'exact inverse de ce qu'ont fait les macronistes, et y compris Monsieur Hollande précédemment. Je vous parlais tout à l'heure des contreparties pour les stagiaires. C'est exactement la même chose pour les seniors. Donc vous allez donner Monsieur Hollande, je vais même pas finir une phrase, donc vous allez expliquer le programme. Monsieur Macron, les uns sur les autres, a donné 35 milliards d'euros de CICE. Crédit un peu compétitivité entre entreprises. Le MEDEF nous avait promis 1 million d'emplois. Il n'y en a pas eu. Et donc, l'argent public des Français, sorti de la poche des Français, a financé des grands groupes, pas le petit TPE ou la PME, des grands groupes avec 35 milliards d'argent des Français. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de contrepartie, par exemple, pour l'embauche des seniors? Ça répond pas à mes questions. Qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des seniors? Par exemple, mais c'est une proposition à laquelle vous ne répondez pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Sur la fin du CICE, je suis complètement d'accord. Vous êtes d'accord avec le RN? Mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Alors attendez. De toute façon, personne n'est d'accord avec le RN. Je pourrais dire que je suis d'accord le jour où j'entendrai une proposition de votre part. Je viens de la faire, vous êtes d'accord? C'est déjà un bon départ. De toute façon, on y reviendra ce soir, 20h. Donc, Gabriel Attal va donner ses préconisations, en tous les cas celles du gouvernement pour l'emploi des seniors. Et j'ajoute également que du côté des syndicats, c'est unanime. L'ensemble des centrales syndicales, CFDT en tête et CGT, estiment qu'il faut tout simplement ne pas toucher à ce jour à l'assurance chômage des seniors. Allez, on change de sujet si vous le voulez bien, parce que le temps tourne et sinon on n'aura pas le temps. On va parler de l'affaire de l'incident de cet élève qui avait provoqué ces menaces de mort contre un proviseur parce qu'il lui avait demandé d'enlever son voile. Elle avait inventé une histoire de gifle et on a appris hier que ce proviseur de ce lycée du 20e arrondissement de Paris avait donc décidé de quitter ses fonctions avant, explique le rectorat, son départ à la retraite, mais c'est quand même un départ précipité. La question, c'est tout simplement, est-ce que c'est une défaite, encore une fois, de la République face à ce sujet? J'aimerais bien entendre tout le monde, Nicolas, sur les besoins. Est-ce qu'il fallait, comme certains l'ont dit, être accompagner au quotidien ce responsable? Il y a beaucoup de proviseurs qui se sont exprimés sur leurs difficultés. On avait les directeurs d'école, maintenant ce sont les proviseurs et les principaux d'établissements, chefs d'établissement. Ce qui remonte beaucoup, c'est que on a tous, je pense, des connaissances dans le milieu de l'enseignement, notamment dans l'enseignement public. Au-delà du cas particulier lié à ce port ou non du voile, etc., c'est le rapport entre le prof de base, les professeurs sur le terrain et l'administration, le rectorat, etc. Tous les témoignages, beaucoup de témoignages nous apprennent que les profs se sentent complètement largués, quoi, et pas soutenus, pas écoutés. Le pack-vaguisme aussi y est pour beaucoup. Moi, j'ai cru lire que ce proviseur voulait rester en poste en fait jusqu'à la fin de l'année, et que donc c'était sa dernière année en fait. Pour des raisons de sécurité, on lui a demandé de partir. Il y a un fort malaise, on le sait, depuis les différents événements tristes, tragiques qui ont pu advenir avec l'assassinat de différents professeurs. Mais le mal est profond et le mal est structurel dans l'enseignement public. Au-delà de ces questions de laïcité, il y a beaucoup à faire en termes d'éducation. Alors moi, je pense que, encore une fois, on le disait un petit peu tout à l'heure, ce n'est pas un manque de moyens, c'est une question organisationnelle.
On a dans l'éducation nationale, a priori, des profs mal payés, beaucoup moins bien payés qu'ils ne le sont ailleurs. Il y a des augmentations qui ont été faites, etc. Mais au-delà de cette question d'argent, quand vous voyez les témoignages de profs aussi, ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas écoutés. Ils ont besoin, j'ai l'impression, d'autonomie, qui passe par l'autonomie de l'enseignement, qui passe par l'autonomie des établissements. On voit à l'aune des études de l'OCDE, par exemple, qui sont sorties, des systèmes éducatifs qui fonctionnent bien, c'est ces systèmes où il y a une forte autonomie des établissements. Là, on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. On est toujours dans une logique jacobine, en fait. Mm-hmm. Et je pense que il faudrait donner un peu plus de pouvoir, peut-être, notamment aux collectivités locales, et aussi voir ce qui marche très bien dans l'enseignement privé, parce qu'aujourd'hui, les Français se ruent dans l'enseignement privé parce que les résultats, ils sont meilleurs. On va continuer. Fanta, est-ce que la République a failli sur ce côté-là, ou finalement c'est une décision pour éviter un drame, mais malgré tout, c'est une faillite? Écoutez, moi j'ai essayé de lire, parce qu'en fait, il y a eu énormément de messages. J'ai vu 2 lettres de démission qui ne mentionnaient pas les mêmes éléments. Donc là-dessus, je pense que déjà, attendre les résultats de l'enquête, parce que je pense qu'il en faut une. 2, le principe de précaution, effectivement, depuis les événements que vous avez cités, notamment Samuel Paty, qui nous a tous traumatisés. Je pense que la question, c'est que chaque enseignant puisse se sentir accompagné par son autorité. Donc là-dessus, Gabriel Attal, qui était encore ministre de l'Éducation nationale il y a quelque temps, avait annoncé un certain nombre de mesures, avait écrit au recteur. Je pense que sur l'ensemble du territoire français, l'accompagnement n'est pas le même. J'ai envie de vous dire qu'on est en transition aussi, c'est-à-dire que pendant des années, effectivement, il y a eu ce non-management, en fait, ce non-accompagnement, et que là, il faut revenir sur les principes de base et faire en sorte que l'enseignant soit accompagné à toutes les étapes de sa vie professionnelle, que dès son entrée, parce que pour certains, ils rentrent dans des zones qui sont difficiles, jusqu'à la sortie, puisque là, c'est quand même quelqu'un qui avait une carrière, qui avait quand même un certain recul par rapport à l'ensemble des événements, par rapport à l'ensemble de sa vie professionnelle, et qui s'est retrouvé dans cette position-là. Et il y a 2 enquêtes qui ont été ouvertes. La première qui concernait la jeune fille sur la base de témoignages qui ont été croisés sur le fait qu'elle aurait été bousculée, et la seconde, effectivement, du professeur. Donc moi, j'en suis là. Il y a 2 enquêtes. Il était clairement établi qu'elle avait menti. Voilà. Donc, en tout cas, l'accompagnement des rectorats doit se faire. Moi, je suis sur Paris. Je vois tous les messages qui sont passés. Le rectorat de Paris a expliqué que le proviseur du lycée Maurice Ravel, arrivant à quelques mois de sa retraite, il a été décidé, au vu des événements qui ont marqué ces dernières semaines, de leur médiatisation et de l'impact qu'ils ont pu avoir sur lui, de lui accorder, en accord avec la direction de l'Académie de Paris, un départ anticipé. Donc c'est une solution d'apaisement. Je pose la question qui actuellement, qui n'est pas satisfaisante. Est-ce que, par exemple, on parle parce qu'il faut continuer l'année scolaire et continuer à fonctionner dans l'établissement. On pense aussi à ça. On fait des opérations place nette, par exemple, aujourd'hui pour remettre par rapport au trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il fallait pas une présence un peu plus structurée pour protéger cet établissement et ce professeur? Alors malheureusement, on n'a pas le temps de répondre. On va faire la pause, on y revient juste après ça. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on continue, dernière ligne droite avec Andrea Cotarac, Fanta Berreté, Nicolas Corato, Jean-Baptiste Léon. On en était donc au départ du proviseur du lycée, de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris, ce proviseur qui avait été menacé de mort pour avoir demandé à des élèves de retirer leur voile en rentrant dans l'établissement. Que fallait-il faire vraiment pour éviter cette situation? Est-ce une défaite de la République? Alors, on en était autour de table, je voudrais qu'on continue de vous entendre tous les 4. En ce qui me concerne, Andrea, je pense que si des idéologies totalitaires comme l'islamisme s'attaquent à l'école de la République, c'est tout simplement parce que l'école, c'est un pilier. C'est là où on forme les élèves, c'est là où on forme la France de demain. On a eu dans notre pays 2 professeurs qui ont été assassinés par des islamistes, Samuel Paty et Dominique Bernard. On a, alors certes sur le proviseur, on peut toujours parler du cas d'espèce et de ce qui s'est réellement passé, mais moi, il y en a partout des histoires comme ça. Moi, à Lyon, il y a un professeur qui a carrément changé de métier parce qu'il considérait que l'éducation et l'académie de Lyon ne l'avaient pas suffisamment protégé face à de tels phénomènes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que les Français, ils veulent que la peur change de camp.
c'est pas aux personnes partisans d'une idéologie comme celle de l'islamisme qui doivent rester dans l'établissement. C'est aux proviseurs, c'est aux défenseurs de la République et de la laïcité d'y rester. Deuxièmement, je pense qu'il faut s'attaquer non pas simplement à quelques élèves ou les sanctionner, il faut s'attaquer à l'idéologie islamiste et à toute idéologie totalitaire qui s'attaque aujourd'hui à la République, expulser les fichiers S, fermer les mosquées radicales, sanctionner les personnes. Et je finis sur un point juste s'il vous plaît, je pense qu'une partie de la société et de la classe politique a une responsabilité. Moi, je viens de la gauche, j'y ai passé 12 ans, et je constate un changement radical de point de vue. Monsieur Mélenchon considérait par exemple que le voile était un acte de soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Aujourd'hui, il change d'avis. Sur le burkini, il disait que c'était un affichage militant. Aujourd'hui, il se roule par terre pour l'accepter dans les piscines municipales. Il expliquait que le voile intégral était une pratique obscène. Aujourd'hui, il manifeste avec les islamistes du CCIF. Donc je considère qu'il y a une partie de la classe politique française qui a complètement lâché sur le fait de défendre des principes constitutionnels comme celui de la laïcité. Nicolas. Oui, moi je considère que la laïcité est un point cardinal de la gauche et que s'il n'y avait eu que des gens comme vous en 1905, on ne parlerait même pas de laïcité aujourd'hui. Je pense que Jean Jaurès se retourne dans sa tombe aujourd'hui. Vous faites partie d'une famille politique qui s'est toujours opposée à la laïcité et qui l'utilise et l'instrumentalise à de bonnes fins électorales parce que ça vous convient aujourd'hui. Ça c'est un discours des années 80, mais c'est fini, monsieur. Vous aurez la laïcité bien relative sur d'autres sujets. Monsieur. On peut compter sur vous. Sur lesquels ? Sur plein d'autres sujets. Typiquement l'enseignement privé. Vous voulez qu'on parle de l'enseignement privé catholique ? Allez-y, posez-moi la question. Attendez, parce que sinon l'auditeur je reviens sur Maurice Ravel. Nicolas, on va le hold-up permanent des notions trop faciles de la gauche vers l'extrême droite en expliquant que la gauche s'est défaite et que l'extrême droite aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous répondez à ce que je vous ai dit là ? Qu'est-ce que vous répondez à ce que je vous ai dit ? Sur le sujet sur lequel vous nous interrogez, d'abord deux choses. Sur les faits, sur les signes religieux ostentatoires. Je ne parle pas des atteintes à la laïcité, je parle des signes religieux ostentatoires et notamment de l'application de la loi 2004 sur le voile. Toutes les statistiques du ministère de l'Éducation nationale démontrent que ce sujet donne lieu à très peu d'incidents dans les établissements. Donc, ce qui se passe sur le lycée Maurice Ravel, c'est un point très particulier, grave à mon sens, parce que la République est en lutte effectivement contre tous les fondamentalismes, grave, mais il faut le repréciser, assez ponctuel et assez rare dans le schéma d'éducation nationale au global, au national. Donc il faut quand même aussi remettre les choses en perspective. Deuxièmement, ce qui me choque, arrêtez de dire tout va bien. On a le droit aussi de réfléchir posément de manière un peu objective aux situations et regarder les faits sans se laisser aller à l'émotion ou à l'électoralisme. J'ai pas d'argument pour l'instant. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la menace qui pèse sur le directeur, sur le proviseur, manifestement ne vient moins de l'intérieur que de l'extérieur. Et que les menaces de mort, qui sont inqualifiables, intolérables, inacceptables, sont proférées sur les réseaux sociaux de manière anonyme. Moi, je pense que si on doit effectivement se demander concrètement ce qu'on peut faire sur ce sujet, à part envoyer tous les fichiers S, je rappelle qu'il y a des fichiers S qui sont très loin de notre opinion politique. Proposition de loi de vous nous direz, on les renvoie, cela. Vous en pensez quoi, monsieur ? Attendez, parce que là, on va pas... Mais c'est n'importe quoi. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce qu'on permet à nos services d'enquête d'appréhender ces personnes qui concrètement ont menacé la mort ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de protéger le proviseur et de protéger tous les enseignants. J'ai pas l'impression. Eh ben, écoutez, moi, je ne suis pas favorable aux dénonciations anonymes ni aux menaces de mort anonymes. J'espère que nous serons d'accord. Et je pense que, en tant que législateur, il y a un vrai sujet sur l'anonymat, sur les réseaux sociaux, pour permettre à nos services d'enquête d'arrêter, d'appréhender ces personnes qui ont menacé la vie d'un proviseur de l'école publique et laïque. Attendez. Vous restreignez la liberté de tous, alors qu'il faut cibler sur des systèmes. Vous Est-ce que vous êtes pour ou contre l'anonymat ? Ça vous arrange bien l'anonymat sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Soyez calme. Sur l'anonymat, moi je suis complètement d'accord parce qu'il y a un débat à l'heure actuelle au sein de l'Assemblée nationale, c'est le député Paul Midi qui est en train de le mener. Moi j'ai signé sa tribune, c'est qu'un certain nombre de collègues de presque tous les bancs. Je pense que c'est important pour pouvoir remonter effectivement et aller à la recherche de ces personnes qui ont fait ce qu'elles ont fait là pendant une dizaine de jours, c'est-à-dire menacer, c'est-à-dire dévoiler des informations. C'est très grave. Donc concernant et puis ce débat-là a
eu lieu aussi sur le harcèlement scolaire avec les suicides des élèves, etc. Et concernant les mesures qui ont été prises, si vous vous remettez au 2 septembre, je ne sais pas si c'était le 2 ou le 3 septembre cette année, la rentrée scolaire, on avait cette question d'abaya, on avait annoncé le fait qu'on serait intransigeant, on a mis en place des procédures qui peuvent servir à l'heure actuelle encore pour remonter toutes ces infractions quelque part et qui permettent de mettre en place un dialogue entre les équipes éducatives, les parents et les personnes, les élèves concernés. Donc je pense qu'effectivement là, on ne sait pas quelle a été la position du proviseur. Moi je suis complètement scotché de ce que j'ai pu lire et entendre. Je regrette qu'il ait dû démissionner parce qu'il avait décidé d'aller jusqu'à la fin de l'année. Mais les enquêtes, puisqu'il y en a au moins 2, nous diront ce qu'il en est. Allez, il nous reste 2 grosses minutes, ça sera trop court. Aya Nakamura qui va chanter Edith Piaf pour les JO. Pitié. Je voudrais juste dire sur Aya, alors moi je n'ai aucun morceau d'elle, je n'écoute pas. Simplement, elle vient d'une famille, de la famille des griots. En Afrique, en Afrique, les griots ce sont les chanteurs. Ce sont des familles de chanteurs. Si vous n'êtes pas de famille de griots, vous ne pouvez pas chanter. Donc cette jeune femme a été éduquée par une maman qui est griotte, a participé tout au long de son éducation. C'est comme le conservatoire, mais version africaine. Elle sait chanter et donc tout ce que je lis, j'ai envie de dire que c'est comme pour Jean Dujardin lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, quand on lui a dit le béret, la baguette, l'idée c'est que on puisse avoir quelqu'un qui représente effectivement la France, mais qui ait une portée aussi internationale. Et elle vient d'une famille de chanteurs professionnels. Il faut laisser les artistes tranquilles. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas les artistes tranquilles? C'est un vrai sujet démocratique, ça. Ah mais peu importe. Non, mais moi je veux dire, c'est une star internationale. Et alors, un mot sur Edith Piaf, à laquelle on la compare. Edith Piaf, elle a grandi à Montmartre avec les prostituées. Elle a été peut-être aussi mêlée à certains trafics avec la pègre, avec les mafieux corses. Je veux dire, Edith Piaf aujourd'hui, si j'entends monsieur, elle serait en garde à vue. J'ai même pas parlé. Renvoyée dans son pays. Donc c'est intéressant. Vive le débat. C'est intéressant les évolutions des symboles. C'est même plus une délation. C'est intéressant l'évolution des symboles. En 1950, personne n'aurait voulu d'Edith Piaf aux Jeux Olympiques. J'ai même pas ouvert la bouche qu'il m'accuse déjà. Aya Nakamura, vous avez déjà vu. C'est un faux débat. On s'énerve sur rien. Andrea, ou on a autre chose à faire. Moi, j'en veux pas à l'artiste. Laissons les artistes tranquilles. Bon, maintenant, on comparait cette chanteuse avec Jean Dujardin, qui a quand même eu un Oscar, donc qui rayonne déjà à l'international. Il vous faut des récompenses. Mais moi, il vous faut des récompenses. Moi, je serais médaille, en fait, au Rassemblement national. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas aux artistes. Il reste 50 secondes. Je n'en veux pas aux artistes. Elle peut chanter, elle a ses fans, il n'y a aucun problème. Moi, j'en veux Emmanuel Macron, qui, je crois, fait tout en ce moment, à la fois sur les chômeurs, à la fois sur des symboles comme les Jeux Olympiques, pour diviser les Français, les fracturer, et pour faire en sorte qu'ils ne voient pas la réalité de son bilan, qui est absolument catastrophique. J'ai pas compris quel était le problème avec Aya Nakamura. Je vois pas le lien, à part le fait qu'elle soit noire. Non, mais si vous voulez me parler un enfant d'immigré périphérique, non, mais la vérité est là. Tous les années 80, c'est fini, là, les gens. Non, mais arrêtez avec les années 80, c'est la réalité. C'est ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, c'est ce que Marine Le Pen dit. 20 secondes. Marine Le Pen a condamné fermement. Non, mais je peux pas laisser passer ça. Non, mais moi, on dit que Marine Le Pen l'a attaqué parce que madame. On dit que non, bah si ça. Soyez serein, vous avez dit. Relisez ce qu'elle a écrit. Le macronisme est une mitraillette à fake news. On explique que Marine Le Pen a attaqué cette chanteuse parce qu'elle était de couleur noire. C'est archi faux. On termine avec Jean-Baptiste, il a pas ouvert la bouche depuis un moment. En registre vocal, moi je verrais plus Chimène Badi ou Louane par exemple. C'est pas rien contre Aya Nakamura, mais je veux dire dans le genre, dans une chanson classique, on est une chanteur classique qui est un petit peu méconnue aujourd'hui, qui est Chimène Badi, qui a une voix fabuleuse. Je verrais bien chanter Edith Piaf. Oui. Rendez-vous à l'ouverture. On va regarder tout ça. Le débat est pas fermé de toute façon. Allez, merci beaucoup. Dans un instant, vous retrouvez André Berkoff. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.